Alors, peut-être vous présenter un petit peu pour quelle organisation je travaille. Je travaille pour un collège canadien au Québec et plus particulièrement pour le service de la formation continue de mon collège qui s'appelle Groupe Collégia. Donc, on est comme une entité administrative et Groupe Collégia, c'est même un consortium des services de la formation continue en 2 collèges canadiens. Alors, on aime bien faire des partenariats. Et si je présente un peu plus spécifiquement Groupe Collégia, je pourrais dire qu'on a différents types de formations, mais notre expertise se joue surtout au niveau de la formation des guides, donc des guides interprètes, des guides touristiques, des guides d'aventure. On a une expertise au niveau de développer des produits touristiques associés à ces professions. On offre aussi des formations techniques forestières en maintenance éolienne, des techniques en pêche commerciale, en aquaculture. Et heureusement, et c'est la raison pour laquelle je suis ici parmi vous, on a un volet de développement à l'international qui, je trouve, qui est une belle occasion pour nous de venir partager, échanger avec d'autres pays au niveau de nos différentes expertises. Le Canada, c'est un grand pays. Vous pouvez constater par la superficie que c'est très grand, très peu peuplé. Deuxième pays sur la planète après la Russie en termes de superficie. J'ai mis la superficie du Madagascar pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est immense, le Canada. Et on est composé de 13 territoires qu'on appelle soit des provinces ou des territoires, chacun avec un niveau de gouvernement. Donc, on a un gouvernement fédéral et chaque État, chaque territoire, province aurait un gouvernement provincial. Le petit point rouge que vous voyez, c'est la région d'où je viens. C'est-à-dire, je ne suis pas originaire de là, mais c'est là où je travaille, c'est là où se trouve le collège pour lequel je travaille, le cégep de la Gaspésie et des îles. Le Québec, ça ressemble un petit peu à Madagascar, pour la simple raison qu'on a 22 régions touristiques, même nombre que chez vous. Chaque région touristique va avoir son association touristique régionale. Et évidemment, à l'intérieur de chacune des régions touristiques, vous aurez un certain nombre d'offices du tourisme, un certain nombre de centres d'information touristique, dépendant de la grandeur du territoire. Et après ça, vous allez trouver toute une série de services au niveau de l'hébergement, les restaurants, les attraits, les promoteurs, les prestataires touristiques. Alors, c'est très similaire à chez vous, la façon comment c'est organisé chez nous. Bon, un petit problème d'animation. Il y a d'autres acteurs dans notre industrie touristique. Et je vous les mentionne simplement, la Commission canadienne du tourisme, parce que, rappelez-vous, chez nous, on a un gouvernement fédéral, mais chacune des provinces et territoires ont chacun leur niveau de gouvernement, donc on appellerait ça des gouvernements provinciaux, si vous voulez. 2 organismes que j'aimerais attirer votre attention, je les ai soulignés en rouge, le Conseil canadien des ressources humaines en tourisme et le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. Je vous en parlerai un petit peu dans quelques diapos. Et évidemment, le ministère Tourisme Québec. Si on arrive à la région où je demeure, la région touristique de la Gaspésie, donc une des 22 régions touristiques qu'il y a au Québec, et c'est encerclé, vous le voyez avec l'espèce d'ovale, et Gaspé, c'est la principale ville en Gaspésie. Pour vous donner un point de référence, Gaspé est à environ 1000 km de Montréal, au nord-est, et ça me prend 3 heures d'avion pour me rendre à Montréal, et après ça, de Montréal à Paris, et Paris à Antananarivo. Alors, vous voyez, on fait beaucoup de chemin pour venir dans votre merveilleux pays. Alors, la Gaspésie, je vous la présente un petit peu. En termes de superficie, par rapport au Québec,
C'est petit, la Gaspésie, ce n'est pas une des plus grandes régions touristiques du Québec, ni les plus peuplées, mais attention, dans les petits pots qui ont les meilleurs onguents, la Gaspésie, c'est le seul endroit dans tout le Canada qui a été mis sur la liste des 20 destinations du monde, de la planète à visiter avant de mourir par National Geographic. Donc, c'est une région touristique la plus populaire du Québec, mais forcément une des plus populaires au Canada, puisque c'est le seul endroit au Canada qui fait partie du club select des 20 destinations du monde à visiter par, identifiées par le National Geographic. Donc, on est très fiers de faire partie de ce club et forcément, ça amène un label distinctif qui nous amène de la clientèle qui aime bien visiter les lieux qui ont une identité particulière. Le tourisme de la planète est à la recherche d'expériences mémorables, n'est-ce pas? Nous avons tous été un touriste et nous continuerons de l'être. Expériences mémorables qui correspondent à ses intérêts, qui lui donnent un sentiment d'accomplissement personnel, qui lui permet de créer ses propres souvenirs. Hein? C'est un petit peu ça, quand on voyage, on veut ramener les meilleurs souvenirs possibles. Pour certains, c'est peut-être d'escalader le mont Everest, qui sera l'expérience mémorable. Pour d'autres, avec 35 millions de dollars en poche, c'est peut-être d'être le 5e touriste à faire le tour de la planète dans l'atmosphère. Vous avez peut-être reconnu un célèbre Québécois, Guy Laliberté, qui est fondateur du Cirque du Soleil. Donc, pour lui, ça a été l'expérience mémorable. Mais pour vous et moi, on n'a peut-être pas 35 millions de dollars dans notre poche. Alors, l'expérience mémorable sera tout autre, mais tout aussi importante sur un plan personnel. Pour le touriste, l'expérience de visite, pour qu'elle puisse devenir mémorable, elle comprend les gens qu'il rencontre, les lieux qu'il visite, les endroits où il loge et se nourrit, les activités auxquelles il participe, et, encore une fois, les souvenirs qui se forgent. J'insiste sur les souvenirs qui se forgent, parce que c'est le touriste qui décide qu'est-ce qu'il ramène en souvenir de son voyage. Puis le souvenir, ce n'est pas toujours un objet tridimensionnel. L'expérience mémorable prend en compte forcément les attentes, les besoins, l'expérience recherchée par le visiteur, d'une part, mais en même temps, le mandat, la mission du promoteur, du prestataire, ce que lui se spécialise à offrir, et c'est l'intersection entre les deux qui va offrir, c'est l'intersection entre les deux qui constitue l'expérience de visite avec laquelle le visiteur va partir. Donc, d'une part, il faut connaître ce qu'il recherche, quelles sont ses attentes, mais d'autre part, on a une vocation, on a une mission qu'on doit aussi maintenir, intègre, et c'est l'intersection entre les deux. Dans l'industrie touristique, il y a différentes fonctions de travail. Il y en a peut-être une cinquantaine différentes. Vous avez quelques photos pour représenter les différentes fonctions de travail qui peuvent être impliquées à contribuer à l'expérience de visite du visiteur, du touriste. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de parler d'une de ces professions-là, qui est celle du guide, qui, à mon avis, joue un rôle absolument essentiel, primordial dans l'expérience de visite du visiteur. Pourquoi? Parce qu'il occupe une position privilégiée qui permet d'influencer directement l'expérience et donc la rendre mémorable. Et ça rejoint justement la belle introduction que mon interlocuteur ici a fait au début. Pourquoi? Il offre un contact personnalisé qui peut être plus ou moins long. Peut-être que ça va prendre 1h30, peut-être que ça sera 14 jours. Transmet un contenu d'information à caractère éducatif qui est adapté sur mesure en fonction de la clientèle. Il stimule, fait participer le visiteur à la découverte du milieu en faisant appel à tous ses sens. Stimule, interagit
répond aux questions, ce qu'un panneau d'interprétation ne peut pas faire. Il favorise des interactions de qualité et respectueuses entre le visiteur et les gens du pays, par exemple, ici, les Malgaches. Il accompagne, encadre le visiteur dans son auto-accomplissement, dans le dépassement du soi. Il sensibilise, inculque aux touristes des pratiques respectueuses de l'environnement. Il constitue une vitrine, une carte de visite absolument extraordinaire. Le guide. Quand on regarde dans un dictionnaire le mot guide, c'est très simple. On le définit comme étant une personne qui montre le chemin à d'autres. Mais montrer le chemin à d'autres, c'est pas juste physiquement être en avant du groupe. Follow the leader. Montrer le chemin, c'est aussi sur un plan intellectuel, spirituel, émotif. Donc, montrer le chemin, c'est beaucoup plus que simplement mener le groupe sur un plan, sur le terrain. Je ne vous apprendrai pas les différentes qualités personnelles, les compétences qu'on recherche chez un guide, mais on va quand même prendre le temps de les regarder. Comme toute personne dans l'industrie touristique, ce n'est pas propre au guide d'être accueillant, chaleureux, poli et patient. On s'entend. Être ponctuel, fiable, honnête, c'est vrai pour toute personne de l'industrie touristique, ce n'est pas propre au guide. Mais le guide doit posséder un bagage de connaissances pluridisciplinaire, faire preuve d'exactitude et de rigueur dans la transmission des connaissances, posséder un esprit de synthèse et de concision. Donc, c'est beau d'avoir un beau bagage de connaissances, mais encore faut-il faire preuve de concision, d'être capable de synthétiser l'information. Et bien important, composer des messages qui sont représentatifs, significatifs de l'identité de quelque chose, que ce soit l'identité d'une ville, que ce soit l'identité d'un écosystème, que ce soit l'identité d'un procédé, d'une architecture. Il y a une identité qu'on doit mettre en valeur et il faut choisir l'information en conséquence. Ça prend des bonnes techniques de communication, contact visuel, l'expression corporelle, l'utilisation de la voix, l'utilisation de l'espace, comment occuper l'espace de façon efficace et surtout faire preuve de leadership. Follow the leader. La plus belle qualité qu'un guide peut avoir, c'est d'être suivi. N'est-ce pas? Si on ne suit pas le guide, ça va mal. En québécois, on dirait ça va mal à la chope. En même temps, veiller au confort, au bien-être et à la sécurité des gens. Vous savez, le confort, ça peut aller très, être ignorant et lâcheté, ou connaître la situation d'interdiction et l'acheter et le cacher dans ses bagages. Alors, lorsque le guide est en contact avec la clientèle, c'est son devoir de sensibiliser sa clientèle, s'assurer que ses clients, les visiteurs avec qui il est en contact, évidemment, ne soient pas en contradiction avec une réglementation qui protège une faune, une flore chez vous. Donc, c'est le guide a cette responsabilité de travailler à cet effet-là. Et forcément, quand on veut prêcher quelque chose, il faut avant tout le pratiquer soi-même. Hein? Il faut montrer le bon exemple. Et dans votre pays, comme en Afrique également, l'eau, c'est une ressource très précieuse, rare en soi, et on constate que vous consommez beaucoup d'eau dans des bouteilles en plastique. Et des fois, on peut diminuer les bouteilles en plastique si on encourage notre clientèle à porter une longue gourde en plastique dur qui peut être simplement remplie. C'est une question d'organisation, c'est une question de... on peut imaginer combien de bouteilles en plastique d'eau qu'on fournit à notre clientèle dans un séjour de 14 jours. Quelque part, si vous avez des gros bidons d'eau et on fait simplement remplir la gourde du client, bien, on vient de sauver toutes ces petites bouteilles de plastique. Alors, ça commence par des petits gestes. Puis, quelque part, jusqu'à date, je n'ai pas vu personne sur la planète encourager sa clientèle à apporter sa gourde d'eau. Mais il faut que ça commence quelque part.